Salut tout le monde, bienvenue à cette première édition du Balado en forme version 2022. Salut Greg, bonne année. Salut Val, merveilleuse année à toi. Ouais, bonne année aussi à tout le monde qui nous écoute de façon très assidue. On est quand même très niché entraînement, nutrition, mais honnêtement, je sais qu'il y en a qui se font une tradition de nous écouter aux 2 semaines. Et aujourd'hui, ça ne fera pas exception à la règle parce que honnêtement, notre invité, certains le surnomment même un extraterrestre parce que c'est assez fascinant tous les exploits qu'il a réussi à faire. Ben voilà, et tu le connais bien, en fait, c'est Mathieu Blanchard, Ben oui. québécois slash français, citoyen du monde, on va l'appeler comme ça parce qu'il est un globe-trotteur qui se promène un petit peu partout. Salut Mathieu, bienvenue sur notre balado. Salut Val, salut Greg, merci pour l'invitation. Plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Salut Ça fait Mathieu. grand plaisir. Puis écoute, je sais que Greg, tu voulais nous expliquer un petit peu, toi, tu as eu la chance de l'avoir plusieurs fois en entrevue au 91.9, mais aussi pour d'autres trucs. Ben, c'est un ami commun qui nous a mis en contact. Il m'a dit, Greg, toi, tu es, un sportif et tu travailles dans les médias sportifs. Connais-tu, et surtout, tu es un tripeux de café. Donc, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis un passionné de café, du très bon café. Là, il m'a dit, connais-tu les Q? Et là, je lui ai dit, peux-tu préciser ta question? Il dit, oui, oui, il y a un groupe montréalais qui font des courses qui s'appellent, qui aiment bien se nommer les Cute. Donc, ce sont les coureurs utilitaires transpirant l'espresso et qui se rencontrent chaque semaine pour aller courir autour de Montréal et terminer ou commencer plutôt cette Terminé. course-là. Terminer, voilà, donc dans un des cafés de spécialité à Montréal. Et ça a été la première fois que j'ai discuté avec Mathieu Blanchard. Donc, depuis ce temps, ça fait déjà quelques années, depuis ce temps de voir tous les accomplissements, tu l'as si bien dit, Val, d'extraterrestre qu'il a fait en ultra trail, en longue distance et surtout le contenu médiatique qu'il met, qui est absolument formidable sur les plateformes en ligne. Je suis tellement heureux de le retrouver aujourd'hui. Mais moi, là, je suis curieuse, Mathieu, comment on commence ça de l'ultra trail? Tu sais, là, tu cours, tu cours, tu cours, mais tu sais, est-ce que tu commences en faisant un petit jogging? À quel âge tu as commencé? Raconte-nous juste pour mettre la table, là, comment ça a commencé cette aventure-là pour toi dans ta vie? Bon, déjà, avant de faire ultra trail, extraterrien, tous ces mots, je crois que c'est surtout extra passionné. Et quand tu Ouais. es extra passionné dans quelque chose, peu importe le domaine de sport ou professionnel, ben, tu passes des heures et des heures et des heures et des heures. Et à force de répéter la même chose, tu finis par être quand même pas mal bon dans ce que tu fais. Donc, je suis plus un extra passionné qui fait qu'après, tu fais des choses extraordinaires plus qu'un extraterrestre qui est descendu avec des skills et des compétences directes de l'espace. Non, il y a quand même beaucoup de travail derrière tout ça. Si tu regardes un peu la sémantique du mot ultra trail, ben, il y a deux mots en un. Là. Il y a le mot trail d'abord qui veut dire en français sentier. En Ouais. gros, c'est très simple. Hein. Le trail, c'est aller courir, voire marcher dans un milieu naturel. Alors, on pense souvent que le milieu naturel, c'est juste la montagne, mais non, pas que. C'est tout ce qui est en dehors de mettre les pieds sur de l'asphalte ou du béton. Alors, ça peut être la forêt québécoise, ça peut être dans un désert de sable, ça peut être dans la jungle, sur de la neige, dans des montagnes, enfin voilà, c'est tous les milieux naturels. Donc ça, c'est le sport. Après, quand tu rajoutes le mot ultra devant, c'est faire des. Alors, souvent on dit c'est faire des longues distances, mais moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est plus passer beaucoup de temps. Parce qu'en fait, dans la OK. trail, dans les sentiers, tu peux avoir des milieux qui sont très spécifiques, très techniques, avec des paramètres aussi comme l'altitude qui font que tu vas aller beaucoup moins vite. Et voilà, donc dans la définition commune, souvent on dit que l'ultra trail, c'est après 40 km. Mais vraiment, je ne suis pas d'accord là-dessus parce que ça m'est déjà arrivé de courir, tu vois, un 40 km en trail, ça peut me prendre 3 heures pour le faire. Et parfois, ça m'est arrivé que pour faire seulement 10 km en trail, ça m'a pris 5 heures. Tu vois ce Oh, que je veux wow. dire? Donc pour moi, OK. l'ultra trail, c'est plus passer beaucoup de temps en train de courir. Donc pour moi, c'est plus de 5-6 heures. Voilà, à partir du moment où tu passes plus de 5-6 heures, tu es déjà dans de l'ultra temps, ultra distance. Donc la notion de distance, elle n'est pas trop. Ouais, je l'aime pas trop là. Après, bon, c'est Elle peut sûr que varier beaucoup. elle Elle peut, elle varie peut varier, beaucoup. mais c'est surtout le temps que tu vas passer. Tu vois, vraiment, un 5 km peut te prendre 3 heures, comme un 20 km te prend moins que ce que tu aurais fait pour les 5 km. Après, les distances communes qu'on va retrouver dans l'ultra trail, c'est souvent le 100 miles, parce que ça tombe rond. On aime bien les chiffres ronds, nous, là. 100 miles aux US, ça fait 160 km. Et après, sur des courses en continu, aujourd'hui, vraiment dans un cadre de course, les plus longues que tu peux avoir, c'est du 400 km à peu près, du 200 miles. Après, il n'y a pas vraiment de Mhm. limite, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, à partir du moment où tu vas te coucher,
pour dormir, tu remets le compteur à zéro. Alors, tu vois, l'année dernière, je suis parti faire une aventure folle au Québec. Là, j'ai fait tout le GRA1, le Sentier international des Appalaches en Gaspésie, qui fait 650 km. Souvent, dans les médias, on présente ça comme Mathieu a couru 650 km. Mais non, je n'ai pas couru 650 km, j'ai couru 6 fois 100 km. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà, oui, donc c'est tu vois, différent. quand on dort, on remet le compteur à zéro. C'est comme si je te disais, moi, je cours 5000 km. Ok, mais en combien de temps? Sur une année. C'est mon volume annuel, tu vois ce que je veux dire? Mais dans un cadre de course, voilà, c'est l'ultra trail entre 50 et 160 km, les formats classiques. Pour Mhm. retenir, je crois, là-dedans, dans ce que tu amènes comme point, c'est qu'il faut faire une différence entre ultra trail et ultra marathon, donc qui sont Mhm. deux mondes complètement différents, là, quoi. Ouais, il y a un petit peu de mélange parce que tu peux faire aussi de l'ultra distance, mais on va utiliser le mot ultra distance qui inclut tout parce que ultra marathon, c'est un peu plus, Oh, excusez-moi, j'espère qu'il c'est n'y un a pas peu eu de blessure. plus, non, non, ça va. C'est un peu plus lié à de la course sur route parce que c'est sûr qu'on pense souvent au marathon, mais il y a des courses de 50 km, 80, 100 km sur route. Il y a même des épreuves de 24 heures sur route avec des personnes qui courent sur l'asphalte pendant 24 heures. Et ultra trail, c'est plus lié à courir dans la nature, comme je l'ai dit juste avant. Oui, Donc, ouais, on ah, va t'appeler intéressant tout ça. un ultraman, peut-être, là, parce que tu fais non seulement ces ultra trails-là, non, mais c'est vrai parce que tu fais des ultra trails, mais j'ai vu aussi, si je ne m'abuse, à l'été 2020, que tu as complété ton premier Ironman et ce, Ouais, voilà. seulement quelques mois après avoir appris à nager. Donc, quand on dit des fois que tu es un extraterrestre, moi, je vais utiliser le terme ultraman maintenant lorsqu'on va se parler. Et tu as fait ça dans un temps incroyable. Donc, est-ce que tu es plutôt un passionné de longue distance, on va dire ça, ou de ultra Alors, distance? je pense que le mot le plus adapté, c'est même pas Ultraman, c'est l'ultra endurance. En gros, c'est que tu développes des capacités cardiovasculaires et puis un mental aussi qui te permet de rester longtemps, 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 longtemps en effort. Et après, tu peux appliquer ça à n'importe quel sport. Je te dirais que OK. la nage et le vélo, techniquement, le vélo de route, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. À partir du moment où tu as un bon moteur et une bonne tête solide, te foutre sur un vélo et faire tourner les pédales, tu peux le faire, tu vois. Alors, tu n'auras pas la super technique là, mais tu vas être capable de le faire pendant des heures parce que tu sais te mettre dans ces zones d'effort et dans ces zones de difficulté mentale que tu as déjà vécues dans d'autres sports. Ce qui fait que ce soit de la marche, de la natation, du vélo, de la voile, de la course, c'est toujours voilà, cette notion de rester longtemps, longtemps, longtemps dans une zone d'effort qui est celle que tu n'es pas dans ton canapé, quoi. Voilà. Ouais, t'es pas dans ta zone de confort, clairement, mais justement, ça me fait penser, on parlait avant d'entrer en ondes, là, tu as gravi le Mont Blanc. Pour situer les gens qui nous écoutent, on parle à peu près 170, un sentier de 170 kilomètres avec un dénivelé de 10 000 mètres d'altitude quand même. Et on dit que c'est une des courses d'endurance les plus extrêmes au monde. Mais quand je compare à ce que tu as pu vivre au prestigieux marathon des Sables, qui était vraiment dans le désert du Sahara, qui était des distances, comme tu le disais, sur 5 jours séparés, mais quand même des bonnes grandes distances à chaque jour. Lequel a été le plus extrême pour toi? Parce que c'était quand même des conditions météorologiques extrêmes là, du côté du Sahara avec des 55 degrés Celsius par jour. C'est quand même assez capoté, tout ça, surtout au niveau de l'hydratation. Là. Ouais, Wow. alors c'est une longue question, hein. Je vais essayer de répondre à Ouais, ben si tu tout ce que tu as dit compares parce les que deux, tu sais. je vais apporter quand même quelques petites précisions juste avant de répondre à ta question. Je vais te corriger sur 3 points. Le premier, c'est que je n'ai pas gravi le Mont Blanc, mais j'ai plutôt fait le tour du Mont Blanc. Tu as le Mont Blanc OK. qui est un peu le sommet de l'Europe, qui est à cheval entre 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. Et l'idée de la course, c'est de faire tout le tour du Mont Blanc par sa base, mais sa base, c'est pas de l'autoroute. Là, ça reste que c'est des grosses montagnes pareilles, tu vois. Donc ça, c'est tout le tour du Mont Blanc. Ça fait bien une distance de 170 km, comme tu l'as dit. Et c'est pas 10 000 mètres d'altitude, c'est 10 000 mètres de dénivelé. Donc en Le tout, c'est que dénivelé. OK. voilà, tu montes. C'est comme si là, tu partais de là où tu étais, tu montais 10 km dans le ciel. Ça représente à peu près ce que tu montes. Et l'altitude maximum à laquelle on passe, c'est peut-être 2500 mètres. Sachant que le Mont Blanc, donc, dont on fait le tour, lui, culmine à 4800 mètres. Mais on n'y passe pas là-haut, ouais, ça prend quand même des équipements d'alpinisme. On parle de 10 000 mètres de dénivelé positif, mais on oublie souvent que dans les courses, ils oublient de parler du dénivelé négatif. Et puis, Négatif. si c'est une boucle, ça veut dire qu'il y a 10 000 négatifs aussi. Donc, au final, tu fais 20 000 mètres de dénivelé si tu accumules le positif et le négatif. Et le Ouais. négatif est plus dur que le positif. Souvent, quand toi, tu vas marcher dans la montagne, tu dis « Ah, que c'est dur de monter, j'aime pas ça. Oh là là, c'est fatigant, j'ai chaud, ça fait mal aux jambes, et puis c'est cool la descente. »
Mais non, après, quand tu cours de très, très longues distances et que tu fais des longs dénivelés en descente, c'est un mouvement qu'on appelle excentrique pour les muscles et qui est ultra traumatisant. Et c'est plus dur les 10 000 mètres de dénivelé négatif que positif. Après, dernière correction, oui, c'est extrême, le challenge, mais il y a clairement des courses qui sont beaucoup plus extrêmes dans le monde, beaucoup plus difficiles dans le marathon des sables que tu viens d'évoquer. C'est surtout, l'UTMB, c'est surtout une course extrême dans son… c'est la course la plus prestigieuse, en fait. Voilà. Oui. Dans son ensemble, c'est les Jeux Olympiques du trail, c'est le Tour de France cyclisme du trail, c'est la finale de la Coupe du Monde. Tout le monde est là, tous les gros acteurs du sport. C'est là où il y a le plus de coureurs aussi au sein d'un même événement de trail. Là, on parle de 10 000 coureurs sur la semaine. C'est gros là. Mais c'est pas le plus difficile. Voilà. Il peut faire très froid. C'est de l'altitude, c'est des grosses roches. C'est un terrain de montagne alpin. Et effectivement, 1 mois et demi plus tard, je me retrouve dans le Sahara, le désert du Sahara, au sud Maroc, frontière Algérie, où là, c'est complètement plat. Chaleur extrême, on avait, je crois, 58 degrés Celsius, presque 60, autant te dire que c'est un four. Du sable mou, aucun ombre. Enfin, voilà, c'est deux extrêmes et c'est un contraste assez fort. Et il a fallu que je m'adapte entre les deux environnements parce que je te laisse imaginer que c'est pas du tout le même entraînement et la même manière, la même approche. Donc, c'est des challenges et ça m'occupe. Mais comment on s'entraîne pour ça, justement? Parce que le Mont Blanc, tu l'as dit, c'est très significatif pour vous dans votre entraînement. Et le terrain ressemble énormément à je comprends qu'on n'a pas de. Le Mont Tremblant fait 800 mètres de dénivelé, là, donc on ne peut pas avoir une course de 2500 mètres à ce moment-là, surtout 10 000 en montant, 10 000 en descendant. Je suis très heureux que tu aies apporté la précision à quel point c'est difficile de courir en descente là, et que ça doit être difficile musculairement parlant. Ceci dit, comment on se prépare pour une course dans le Sahara au Québec? Alors, déjà, pour préparer le Mont Blanc au Québec, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allé sur le Mont-Royal et le Mont-Royal, il fait 100 mètres de dénivelé. Alors, un jour, je suis allé et puis je l'ai monté 100 fois. 100 fois 100 mètres, ça a fait 10 000 mètres. Ça a fait 10 000 mètres. Ça m'a pris, je crois, une quinzaine d'heures pour faire ça et ça a fait 70 km à peu près. Je faisais juste monter et descendre sur la même pente, puis voilà. Oui, il y en a qui te regardaient, tu sais, qui sont là toute la journée, ils disent c'est qui le fou qui monte puis qui descend. Il y a eu une animation incroyable. Il y a plein d'amis qui sont passés toute la journée, qui m'ont apporté des crèmes glacées parce que j'adore ça, des burgers, qui sont venus m'encourager. Il y en a aussi qui ont fait quelques montées avec moi. Ça a été un go. Moi qui pensais faire ça tout seul, au final, ça a été un événement qui a rassemblé beaucoup de monde et puis on a eu beaucoup de fun cette journée-là. Puis j'étais le seul à passer pour un fou, mais bon, j'ai l'habitude, donc il n'y a pas de souci. Mais c'était cool. Après, pour le marathon des sables, alors, Greg, pour répondre à ta question, je ne me suis pas préparé au Québec. En revanche, j'ai un ami, Thomas Duhamel, qui avait préparé son marathon des sables il y a 2-3 ans de ça, à Montréal, et il m'avait dit qu'il avait été avantagé parce qu'en fait, courir dans la neige un petit peu molle, ça te fait beaucoup travailler les chevilles et puis la proprioception et tes muscles dans une position qui est très similaire à celle que tu vas retrouver dans le sable. Alors oui, il n'avait pas la chaleur, quoique quand tu te couvres très fort, même l'hiver ici, tu peux avoir très chaud. Mais au final, quand il s'est retrouvé dans le sable, il s'est retrouvé plus fort que ceux qui s'étaient entraînés dans un endroit chaud, sans sable. Voilà, donc c'est pas si mal d'habiter au Québec pour préparer le marathon des sables. Et me concernant, en fait, je ne me suis pas trop préparé. Parce qu'après le Mont Blanc, j'avais les jambes complètement pétées, j'étais fatigué, fait que je me suis reposé tout le mois de septembre. Je suis allé faire une petite fin de semaine dans le sud de la France. Il y a un bel endroit qui s'appelle la Camargue, qui est un grand désert de sable là. Voilà, je suis allé passer une fin de semaine là. J'ai un peu couru dans le sable avec mon gear, mais voilà, ça a été une préparation de 2 jours. J'y suis plus allé en mode, ok, j'irai avec ce que j'aurai, ce qui me restera dans les jambes, la passion, la tête, et puis il se passera ce qui se passera. Et puis voilà. La suite de l'histoire a été belle. Ben oui, la suite de l'histoire a été belle, mais tu sais, pour situer certaines personnes, quand même, c'était 4e étape, on parlait de 82,5 km à courir justement dans le sable. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné. D'ailleurs, il y a plus de la moitié des 753 coureurs qui se sont pas rendus au fil d'arrivée. Clairement, il y en a qui avaient peur de mourir de déshydratation ou d'avoir de graves problèmes de santé.
toi, comment tu as géré tout ça? Est-ce que clairement, tu n'avais pas peur de mourir parce que tu n'as pas arrêté, là? Comment ça s'est passé Ouais, pour toi dans la tête? ça a été, cette édition a été un véritable carnage. Ça a été une boucherie. Pour la remise en contexte, habituellement, le marathon des sables se fait au mois d'avril. Ok, en avril, la chaleur dans le désert est terrible, mais est entre guillemets gérable. Là, à cause Covid, ils ont reporté le marathon des sables à octobre et ça n'avait jamais été fait. Ça fait 35 ans qu'il existe le marathon des sables. C'est un événement mythique à cocher une fois dans une vie. Et donc là, mais ils se sont dit on va l'essayer en octobre. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé qu'en octobre, c'est l'été du Sahara et pas l'hiver du Sahara. Et puis là, ça a été du jamais vu niveau chaleur. Ça a été vraiment un vrai carnage. Il y a même eu une tragédie, il y a eu un décès, un arrêt cardiaque, donc je peux te dire que l'ambiance n'était pas incroyable. Pour remettre dans le contexte aussi, la course n'est pas d'une traite. En gros, l'idée, c'est de faire à peu près entre 250 et 300 km dans le désert sur 5 étapes. Donc, il y a des étapes qui vont faire à peu près 30-40 km, dont une très longue étape mythique en général qui arrive au 3e ou 4e jour de 80-90 km. Alors, habituellement, le taux d'abandon au Marathon des Sables est de 5% sur les éditions qui se font en avril. À mon édition, on a été à plus de 50%, donc 10 fois plus d'abandon. Je peux te dire que le dernier jour, pour la dernière étape, il y avait plus grand monde sur la ligne de départ. Il restait quelques survivors, comme on dit. Mais ça a donné encore plus de prestige et de fierté à ceux qui ont pu aller au bout de ce carnage. Alors moi, il faut savoir aussi, mais même tout le monde, on a déjà qu'il faisait chaud et que les conditions étaient extrêmes. Il y a en plus eu quelque chose qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un virus qui a débarqué sur le camp. Alors on n'a jamais trop su ce que c'était, mais pour le décrire, c'était une sorte de gastro assez puissante là, avec vomissements, diarrhée. Enfin, je te passe tous les détails, mais c'est une gastro assez intense sur 24 heures. Donc tu avais le staff qui tombait malade, les coureurs qui tombaient malades, donc c'est sûr que ça a encore plus entraîné des abandons. Et la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que ça t'arrive le jour de la longue étape, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc la longue étape, là, voilà, j'ai commencé à être malade dans la nuit de la longue étape. Et puis là, c'est sûr que le lendemain, j'y suis allé, mais je me suis dit, oh là là, ça va être une longue journée. Déjà qu'il fait chaud, je te laisse imaginer. En fait, le chaud, c'est le pire truc qui puisse t'arriver par rapport au froid. Parce que quand il fait froid, tu vas à Montréal dehors, il fait froid. Mais tu te couvres, tu mets une veste, deux vestes, trois vestes, un moufle, puis tu finis par avoir chaud. Dans le désert, quand tu es tout nu, tu es tout nu. Tu peux pas aller plus froid, tu vois. Donc, tu es foutu. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'eau. Quand tu as chaud, tu as chaud. Donc, déjà, tu as chaud, tu n'en peux plus. En plus, par-dessus ça, tu as la gastro, c'est-à-dire que de la fièvre, ta température est déjà trop haute. Autant te dire que c'est vraiment… On te met dans un sauna, on te le crinque à fond, et on te bloque la porte avec un cadenas et tu te débrouilles là-dedans, quoi. Ça a été un enfer. J'ai pensé abandonner plusieurs fois. Et en fait, je voulais abandonner parce que à ce moment-là, j'étais 3e au classement général et c'était assez inédit là parce que c'est quand même… faut savoir que c'est une épreuve qui est dominée par les locaux. Hein. C'est des Marocains, c'est des renards du désert. Ils habitent là, ils sont nés là. Ils sont adaptés au désert, tu vois. Ils savent courir dans le sable. Eux, ils n'ont pas chaud, ils ne transpirent pas, ils ne boivent pas. C'est comme des dromadaires. Ils sont imbattables. Et puis là, je me suis retrouvé au milieu de l'armada marocain. Là, ils étaient une dizaine. Je me retrouve 3e au début de la longue étape. Donc, je me dis, OK, je vais tout donner pour tenter d'accrocher mon podium jusqu'à la dernière étape. Et comme je poussais à travers la maladie, plus la chaleur, j'étais en train de littéralement me tuer. Et ce qui a fait que je n'ai pas abandonné, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, je me suis couché à terre, là, un checkpoint, là, à l'ombre d'une tente berbère. Et je me suis dit, OK, soit tu abandonnes, mais mon abandon, ça aurait été à cause que je visais le podium. Soit tu revois ton ambition et tu décides de baisser tes objectifs et de continuer en marchant, vaille que vaille, et puis aller au bout en rampant s'il faut, en marchant à 4 pattes. Et à partir du moment où j'ai transféré dans ma tête sur ce nouvel objectif, je l'ai accepté, ça a été plus facile. Et ça a été la première fois de ma vie que je me suis mis à marcher à plat sur une course d'ultra-distance. Donc je marchais, je courais, je marchais, je courais, je m'arrêtais derrière absolument rien pour me vider de tous les bords. Donc ça m'allégeait un petit peu en même temps, c'était pas mal. Mais voilà, j'ai fini par arriver au bout. Mais j'étais déçu parce que la longue étape, c'était ma spécialité. Tu vois, moi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était de l'ultra-distance. Et j'avais peut-être un avantage par rapport aux Marocains sur cette étape-là pour les rattraper, voire leur passer devant.
Mais malheureusement, ça n'a pas été possible, quoi. Donc, je me suis battu, je suis allé au bout, et puis finalement, je suis allé au bout de l'étape. Mais ouais, ça a été un gros challenge pour moi, et je ne m'attendais pas à tout ça. Et puis, ce qui fait que voilà, tu es encore plus fier quand tu arrives au bout. Hein. Intéressant. Mais j'ai un mais. Vas-y. C'est fascinant ce que tu racontes là, Mathieu. En même temps, il y a tellement de questions qui m'arrivent en tête quand tu racontes tout ça. De un, moi, que j'ai n'importe quelle épreuve sportive à faire, si je contracte une gastro dans la nuit, c'est annulé. Là. J'y vais pas du tout. Ne t'inquiète pas, Greg, il y en a la moitié qui se sont levés le matin avec la gastro qui ont décidé de ne pas prendre le départ de l'étape. Hein. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal une réaction comme ça. Elle est là, ma question. De un, j'imagine qu'après ça, il n'y a plus rien à ton épreuve. Donc, tu t'es surpassé dans ce domaine-là. Donc, tu sais maintenant que rien ne peut t'arrêter d'aller courir, même que ce soit 80-90 km avec une gastro à 58 degrés Celsius. Mais j'ai une autre question qui me vient par rapport à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est avec toi dans ton entourage pour te taper sur l'épaule et dire OK, Mathieu, là, c'est assez. Tu peux peut-être ça, là, tu sais. Non, mais justement, c'est une très, très bonne question, Greg, et je pense que tu n'es pas le seul à te la poser. Mon entourage aujourd'hui, il est composé, j'ai toujours un réseau très diversifié, mais on va dire celui de premier degré, est composé de personnes qui font les choses un peu comme moi aussi. Donc, je ne suis pas tout seul, on est vraiment beaucoup à se lancer sur des aventures et des épreuves sportives un peu hors normes. Donc déjà, voilà, on se comprend entre nous. Mais pas que ça, je suis aussi entouré de scientifiques et de chercheurs et d'experts dans ce domaine, dans le domaine de la nutrition, du sport, de la préparation mentale, qui, eux, par la science, te prouvent que ce que je fais, c'est pas mauvais pour la santé, au final. Et que la limite du corps humain et puis du mental est vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on l'imagine. C'est beaucoup plus mauvais la sédentarité de rester dans son canapé ou avoir des comportements sédentaires, à se lever le matin, s'asseoir pour prendre le petit-déj, ensuite monter dans son char, s'asseoir pour aller au travail ou dans le métro, peu importe, arriver au travail, être encore assis dans le bureau toute la journée, revenir le soir, s'asseoir pour manger, se réasseoir devant la TV pour lire un livre. L'être humain n'est pas fait pour être assis 10 heures par jour. Oui, non, je sais, mais il y a comme il y a un juste milieu, là. Mais même le juste milieu, on est d'origine par instinct des chasseurs-cueilleurs. On doit se lever, on doit courir dehors pour aller chasser, pour fuir les prédateurs qui veulent nous manger. Et puis notre corps est composé comme ça au niveau hormonal, au niveau osseux, au niveau tissulaire. On a même des adaptations pour la course, pour suer, pour la sudation, qui fait que le corps a besoin de ça. Et puis voilà, après… moi, je te dirais que je suis dans une santé exceptionnelle. Je ne suis jamais malade. Ça ne m'est jamais arrivé de tomber malade, à part quand on me crache dessus un virus. Hein, c'est sûr là que ça m'arrive. Mais sinon, non, c'est sûr que je fais quand même les choses intelligemment. Ce qui est important aussi, c'est la récupération et le repos. Ce qui est débile et dangereux, c'est de faire une épreuve de fou et puis la fin de semaine d'après refaire une épreuve de fou. Puis la fin de semaine après, encore et encore, encore. Non, le corps humain a une capacité vraiment incroyable de faire des trucs qui dépassent l'entendement par rapport à ce qu'on pourrait l'imaginer. Mais il a besoin de se reposer aussi. Il faut lui laisser ce temps-là. Et quand tu as cette intelligence et cette sensibilité-là de ressentir quand ton corps et ton mental a besoin de repos et de récupération et que tu lui offres ce temps-là, mais c'est très santé et c'est un équilibre qui fonctionne très, très bien. Ben, parlons-en de repos, de récupération. Pour toi, ça consiste en quoi, courir 5 km? Tu sais, je veux dire, dans le sens que par rapport à la moyenne des gens, tu sais, toi, tu vas dire, ma journée de repos, j'ai juste couru 15 km aujourd'hui, tu sais, mais dans le sens que je fais des blagues, mais est-ce que repos pour toi veut dire rien faire ou veut dire récupération active, en fait? Ben, c'est les deux, hein, c'est les deux. Ça m'arrive de faire des jogs, je vais sortir 20 minutes, c'est 3-4 km, et puis ça m'arrive de faire des sorties de 10 heures qui font 60 km à l'entraînement, tu vois, donc il y a les deux. Et puis ça m'arrive aussi des journées où je ne fais absolument rien, voire même des mois au complet. Je te dirais qu'au mois de décembre, le mois de décembre là, de cette année, là, au moment où on se parle, en cumulé, j'ai couru 2 jours pendant le mois de décembre. Oh, wow. OK, voilà, donc, j'aurais pas pensé. Je sais aussi faire un reset global physique et mental qui est vraiment
qui fait du bien, quoi. Et puis, c'est ça aussi. C'est là où ça devient dangereux aussi, c'est quand ton comportement va dans les extrêmes et puis ça devient un peu une pathologie. Et elle existe, la pathologie. Il y a un mot pour le sport qui s'appelle la bigorexie. Quand le sport devient quelque chose sur toi qui va te donner un comportement toxique et non santé pour toi, sur ton physique, sur ton mental, mais aussi sur tes liens sociaux, familiaux, amicaux, on appelle ça la bigorexie. Tu vois, tu y penses la nuit, tu t'arrêtes de faire du sport, tu fais que penser à ça, tu peux plus t'arrêter. Là, c'est un comportement où tu as besoin de te faire un peu taper dans le dos ou sur l'épaule, comme tu le disais tout à l'heure, par tes amis ou ta famille pour dire hey, attention, ce que tu fais, c'est dangereux. Par contre, quand tu es capable de déconnecter, tu sais, moi, quand j'ai arrêté dans le mois de décembre, j'ai pas eu envie de courir, j'étais très bien chez moi, là, à manger des poutines, à regarder Netflix, à lire des bouquins, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois. Et c'est voilà, c'est un équilibre qui est plus santé, je dirais. Il faut savoir s'arrêter. Après une grosse course, comme un UTMB, pendant 10 jours, je ne mets pas une espadrille de course. Tu me laisses tranquille, manger des pizzas, partager des bières avec mes amis et tu ne me parles pas de course pendant 10 jours. Je n'ai pas envie. Ce qui fait que le corps se recrinque physiquement. Et puis même au niveau dans la tête, ça ne paraît pas, mais ces épreuves-là, tu es tout le temps en train de te dire j'ai mal, vas-y, j'ai mal, vas-y, j'ai mal, vas-y, j'ai mal, vas-y. Et qu'au bout d'un moment, le mental, il dit hey, moi aussi, je travaille, j'ai besoin de repos, de détendre les petites synapses là, qui sont dans le cerveau. Et pour ça, il faut faire autre chose que penser au sport et puis à tout ça, quoi. Donc, déconnecter, récupérer, ça fait partie du process et il faut l'intégrer. Voilà. C'est ça le secret. Moi, j'ai un seul dernier point, Mathieu, et c'est pour réitérer mon invitation. On n'a toujours pas pris notre café ensemble, ou que ce soit une poutine, une bière ou une pizza, ce que tu voudras. Là. Je suis extrêmement bon dans ces 4 domaines-là. Parfait, moi aussi. Pour réitérer sur un point qui dit parfait, moi aussi. Quand tu dis que tu as monté 100 fois le Mont-Royal et que ça a tourné comme un événement social, moi, Val, c'est une chose que c'est un point qui était très clair dans les plusieurs fois que j'ai eu la chance de m'entretenir avec Mathieu dans les dernières années, c'est que l'invitation est presque toujours ouverte d'être avec lui dans ces événements lorsqu'il a complété le GRA1, oui, dis-je bien, en Gaspésie, les 650 km. Il disait venez avec moi, venez passer une journée. Vous allez voir, là, c'est juste un petit rythme de marche rapide. La seule chose, c'est que lui, il fait ça pendant 650 km. Là. Il est très, très humble dans ses accomplissements. Mais, et ça, c'est très inspirant et c'est tout à ton honneur, Mathieu, de lancer des invitations comme ça. J'espère que ça nous permettra de pouvoir réaliser ça en 2022. Bien sûr, Greg. Et puis en fait, pour compléter ce que tu dis, c'est pas simplement une invitation comme ça, amicale, lancée dans le vent à tout le monde. En fait, c'est que on a tendance à croire que ces sports-là d'endurance, c'est très individuel parce que c'est des sports individuels par définition. Hein, la course, le vélo, bon, t'es tout seul. Mais quand tu te lances dans des projets, des aventures d'une telle envergure, c'est impossible tout seul. C'est totalement impossible tout seul. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va t'aider un peu sur la logistique, qui va te décharger d'organiser des choses autour, de ton ravitaillement. Et puis, tu ne peux pas être expert en tout. Qu'est-ce que tu vas manger sur 150 km? Qu'est-ce que tu en sais si ton ventre il va être capable de manger encore du riz complet au bout du 3e jour? Tu as besoin de t'entourer de nutritionnistes et tu as surtout besoin de t'entourer de personnes qui vont venir te dire « Allez, let's go !» des gros sourires et tout, parce que tu te nourris de ça. Et puis moi, je me nourris énormément de l'énergie que me donnent les gens parce que moi, je leur en donne, mais en échange, ils m'en donnent. Et puis, ça paraît un peu ésotérique comme ça, mais il y a vraiment de l'énergie qui se transmet par les yeux, par les sourires, par les paroles. Puis tu te crains et voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, d'arriver sur une ligne d'arrivée d'une course, que ce soit un 5 km, un 10 km ou un marathon, tu arrives, d'un coup tu as de la foule qui t'acclame et alors que tu as les jambes pétées et que tu es épuisé, le fait que les gens te crient dessus et te sourient, tout d'un coup tu es capable de faire un sprint pour les 200 derniers mètres. Bon, c'est la même chose sur des aventures, quand tu as des personnes qui sont là avec toi, qui t'encouragent et qui partagent, ça te donne une énergie folle qui te fait voler et ça fait partie aussi de l'aventure. On n'est jamais tout seul, il y a toute une équipe. Et moi, je dédie toujours justement ces projets, ces aventures aux personnes qui m'ont aidé parce que tout seul, je ne pourrais pas le faire. C'est sûr, je ne pourrais pas le faire.
Ben, super intéressant. Écoute, il y a même, on pourra refaire une balado complète sur le volet nutrition parce que je sais qu'on pourra en parler pendant longtemps pendant tes courses. Mais moi, je veux juste aborder un dernier point qu'on n'a pas parlé du tout. Puis je trouvais ça fantastique quand j'avais lu ça parce que tu as participé à une télé-réalité du côté de la France. Tu es devenue une superstar, une super vedette. Écoute, instantanément. Évidemment, le public t'a aimé beaucoup. En plus, avec tous tes accomplissements et tout ça, ben là, tu te fais suivre. J'ai même lu que tu avais plus de 25 000 messages en attente. Est-ce que tu as commencé à répondre finalement? Ah ouais, c'est vrai que l'émission dont tu parles, c'est koh. En gros, c'est le Survivor aux États-Unis. Il y a Oui. Survivor, tu sais, c'est le même, mais version française. Là, on te met sur une île perdue au milieu d'un océan et puis tu te débrouilles à survivre. Donc, c'est très, très, très populaire en France. On parle de 6 à 8 millions de téléspectateurs qui regardent ça toutes les semaines. Là. Donc, c'est la population du Québec qui regarde ça au complet. Ce qui fait que ça t'apporte quand même, c'est vrai, une grosse visibilité. Et puis voilà, les gens, ils te connaissent un peu plus grâce à cette émission, c'est certain. Et puis, donc, ben voilà, les volumes, là, on parle de millions de personnes qui regardent ça, ben, c'est équivalent. Hein, tu reçois sur les réseaux des milliers de messages. Alors maintenant, j'ai repris un peu le contrôle, mais c'est sûr que pendant la diffusion de l'émission et puis les 6 mois qu'on suivi, ouais, il y avait entre 20 et 50 000 messages dans ma boîte d'Instagram. Là, ça a été assez ingérable. Puis de temps en temps, quand je faisais un petit break, je me mettais sur un canapé, puis je scrollais, je regardais les messages, j'essayais de répondre, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis encore aujourd'hui, tu sais, sur les réseaux, c'est pas simple à gérer parce que tu sais, quand tu as 50, 100 000 personnes dans une communauté qui te suivent, ben, à chaque fois que tu vas poster quelque chose ou des stories raconter quelque chose, mais quelqu'un t'envoie une question par rapport à ce que tu fais, puis il pense qu'il est tout seul à faire ça, sauf qu'il y a 1000 personnes qui posent des questions. Puis des fois, tu as envie de répondre à tout le monde parce que tu as envie d'être sympa avec tout le monde et tu as envie de ne pas laisser les gens sans réponse. Mais tu peux pas, c'est pas possible. Sinon, je passerais littéralement mes journées à répondre. Donc, des fois, ça me gêne un petit peu parce que je suis quelqu'un qui est très généreux. Je veux partager, je veux pas laisser les gens comme ça en suspens. Mais voilà, je me dis, bah, des fois, il doit y avoir des personnes qui se disent, mais pour qui il se prend, lui, je lui écris un message, je lui pose une question, il me répond pas. Mais c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je peux pas, quoi. Je fais au mieux et voilà. Donc, ça apporte ce genre d'émission, la télé-réalité, tout ça, ça peut apporter beaucoup de positifs, mais ça peut aussi apporter un peu plus de négatifs, des difficultés à gérer sa vie. Donc, il faut encore une fois trouver l'équilibre entre tout ça pour garder quand même une certaine santé et un épanouissement à travers tout ça, quoi. Alors, ta prochaine grosse course pour terminer, ça serait quoi? Ça sera où? Alors, ma prochaine grosse course, c'est même pas une grosse course. Je vais me lancer pour la première fois. Ça m'interpelle et ça m'intrigue depuis longtemps. C'est l'expédition polaire. Donc, ça sera une expédition polaire au Québec, nord du Québec, à peu près à la mi-février. Là, j'en donne pas encore le détail parce que je vais sortir le teaser de tout ça bientôt là. Mais en gros, je vais me retrouver dans moins 40, à tirer une poulka, à dormir dans une tente et à découvrir tout ça là pendant X jours. Voilà, donc ça va être à peu près entre la mi-février, fin février là, dans le nord du Québec. Et ça, c'est le prochain gros rendez-vous qui m'inquiète un peu en ce moment parce que ça me sort totalement de ma zone. J'ai jamais fait ça. Donc ça se prépare doucement. Sinon, d'un point de vue plus course, une vraie course de trail, ça sera à Madère, l'île de Madère qui est au large du Sénégal africain, fin avril. Voilà. Avril. Écoute, on va te suivre attentivement dans toutes tes péripéties. Moi, pendant ce temps-là, je vais continuer à jogger à l'extérieur dans la neige en pensant que je suis peut-être dans le sable puis que je m'entraîne pour, pour jogger dans le sable. C'est parfait, mais tu sais, Valérie, le marathon des sables est très inclusif. C'est-à-dire que c'est une course qui se finit. C'est pas une course qui se finit dans le temps. C'est juste une course qui se finit. Et tu as des personnes qui sont pas non plus des athlètes, qui sont même pas du tout sportifs, qui vont là. Les cut-offs, donc les barrières horaires, sont faites pour que tu puisses faire l'intégralité de la course en marchant. Donc, c'est très, très large. Alors, je te dis que si tu le fais en marchant, tu n'auras pas beaucoup de temps la nuit pour récupérer. Ça va être très long aussi, mais tu as le temps de le faire en marchant. Donc, voilà, c'est juste aller au bout, aller du point A jusqu'au point B là, en une semaine, pendant 250 km dans le désert. Mais il y a tout type de profil. Là, il y a vraiment des personnes très âgées, des très jeunes, des très en santé, des moins en santé. Et puis, c'est un trip de gang, là, c'est une aventure. Et puis, arriver au bout, tu dis, tu es finisher du marathon des sables. Tu dis pas, j'ai fini le marathon des sables en 20 heures, 30 heures, on s'en fout complètement. C'est finir, voilà, c'est l'aventure traversée du désert. Et c'est très, très, très inclusif. On pense souvent qu'il faut aller là-bas en étant l'athlète surhumain extraterrestre, mais non. Tout le monde peut aller là.
Puis c'est une aventure parce que tu partages le soir, tu es dans une tente berbère, tu n'as pas d'eau, pas d'électricité, c'est très rustique. Donc tu reviens à l'essentiel, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas Internet. Tu te retrouves dans une tente sous 8 personnes, avec 8 personnes avec des inconnus. Tu partages des liens humains très forts. On revient à l'essentiel là et c'est très très fort comme expérience. C'est très très inspirant et tu reviens de là changé. Donc c'est une épreuve que je recommande à tout le monde. Et ça se fait, vraiment ça se fait. Et puis les Québécois ont cet avantage de pouvoir s'entraîner dans la neige qui fait que quand ils arrivent sur le sable, c'est des gros champions et des grosses championnes. Intéressant. Merci beaucoup pour ta présence, pour ton temps, Mathieu. Écoute, on te souhaite la meilleure des chances, meilleurs vœux justement pour l'année à venir. Beaucoup de santé, évidemment, beaucoup de belles performances et réalisations de tous tes rêves, dont ce trip, cette expédition polaire. Honnêtement, on va te suivre assidûment, Greg et moi, et tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, parce que c'est toujours justement fascinant ton parcours. Alors, bonne chance. On te souhaite vraiment le meilleur dans tous tes projets. Merci Merci, Val, Mathieu. merci Greg. Une très bonne année à vous aussi et puis à vos auditeurs. Et puis on se reparle bientôt pour débriefer les futures aventures 2022. C'est cool. Excellent. À très Merci beaucoup, bientôt. Mathieu. Bye tout le monde. Ciao, Merci d'avoir merci. été là. Bye.